Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce 10e épisode de la saison 2, j'ai donné la parole à Marie, qui élève des brebis laitières dans le sud de l'Aveyron. Ces brebis fournissent le lait pour la fabrication du célèbre Roquefort. Marie n'est pas issue du milieu agricole et s'est donc installée hors cadre familial. Elle présente son parcours et le fonctionnement de sa ferme, où elle fait aussi de la sélection, ce qui apporte un autre volet à son métier d'éleveuse. À mon micro, elle explique ce qu'est la FCO, la fièvre catarrhale ovine, qui touche les fermes et comment elle s'en prémunit. Elle revient aussi sur son engagement local au sein d'un syndicat agricole et partage son opinion sur la gestion politique nationale et régionale. Alors si tu veux écouter son avis, savoir ce qu'est la promotion utérus et découvrir son bel écho final, installe-toi. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de m'accueillir sur ta ferme dans l'Aveyron, près de Saint-Affrique. Lorsqu'on parle d'agriculture aveyronnaise, on pense beaucoup à l'élevage, avec l'Aubrac et son aligot, mais aussi les moutons. Parce que oui, l'Aveyron est le premier département français en production d'ovins, lait et viande. Alors, pas de suspense, ici, où sommes-nous Marie ? Alors là, nous sommes proches de Camaret, sur le Rougier, et dans une exploitation où on traite les brebis pour l'AOP Roquefort. Ça semble logique jusqu'ici. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta ferme ? Donc c'est une exploitation en brebis laitières, donc on a la particularité d'être sélectionneur. On traite pour la laiterie Société. On a 330 brebis à la traite. Sur quelle surface ? Et on a une surface de 180 hectares SAU. Et donc vous êtes combien de personnes ici ? Nous sommes 2 associés co-gérants, donc mon conjoint Nicolas et moi. Et nous avons pour 2 ans une apprentie, Léa, et un CDI temps partiel qui est Michel et qui est en fait la personne à qui nous avons repris l'exploitation. Oui, on va revenir sur ton parcours d'ailleurs. Comment tu es devenue éleveuse ? Alors moi j'ai plutôt un parcours atypique puisque je suis non issue du milieu agricole et donc hors cadre familial. Tu es une NIMA comme on dit. Voilà, et donc en fait c'est une envie que j'avais depuis que j'étais petite. J'ai toujours été attirée par l'extérieur, les animaux, etc. J'ai fait des études, j'ai travaillé dans un bureau pendant 2 ans. Et je manquais d'espace, j'avais envie d'être à mon compte. Donc en fait, je me suis lancée dans un BPREA, donc un niveau bac agricole pour adultes. J'ai fait des stages en ovins, en apiculture, en aviculture. Et ensuite, j'ai choisi la production ovin-lait. Et donc, je suis venue m'installer en Aveyron. Et pourquoi l'ovin-lait ? Parce qu'en fait, je me sentais, c'était l'animal avec lequel je me sentais le plus à l'aise. Et aussi parce que la production de lait était un peu technique, donc cet aspect-là me plaisait, sans pour autant pousser jusqu'à la transformation, et j'avais pas envie non plus d'aller jusqu'à la commercialisation. Faire les marchés les week-ends, le soir, l'été. Pour moi, je trouvais ça plus facile de tout vendre à une même laiterie sans avoir à faire ma commercialisation, trouver mes clients, etc. Donc ça m'allait bien comme ça. Oui, donc ce modèle d'élevage te convenait finalement, voilà. Il était plus adapté. C'est ça. Et il y avait une raison aussi un peu au niveau économique, puisqu'on gagne un peu mieux sa vie en étant en brebis laitière qu'en ovin viande. Et alors du coup, tu t'es installée quand ? En octobre 2016. D'accord. Tu as commencé avec l'ancien propriétaire, l'ancien agriculteur ? Oui, c'est ça. Donc j'ai été sa salariée pendant 1 an pour faire connaissance. Et on s'est bien entendu. Il m'a proposé une association. J'ai dit oui tout de suite. En octobre 2016, on s'est associés. Et par la suite, donc, j'ai rencontré Nicolas, mon conjoint, qui, lui, nous a rejoints en octobre 2019. Voilà, tu l'as entraîné sur ton projet de vie. Voilà, donc lui, il était issu du milieu agricole. Son père est agriculteur. Il m'a remplacé sur la ferme lors de mon premier congé maternité pour voir si ça pouvait coller avec Michel au niveau d'une entente potentielle de travail. Ça s'est bien passé, donc on est passé de 2 à 3 associés. Il est resté. Et il est resté.
Est-ce que tu pourrais nous préciser qu'est-ce que tu as fait comme parcours? Parce que du coup, tu n'es pas issu du milieu agricole. Est-ce que tu as fait tes études directement dans l'univers agricole ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, Alors, non, t'as non. fait quoi? J'ai fait un bac économique et social en général. Et ensuite, j'ai été à la fac de droit de Montpellier. D'accord. Voilà, j'ai un master en droit pénal et sciences criminelles. Rien à voir. Rien à voir avec Voilà, l'agriculture, c'est ça. là. Voilà. Après, j'ai un aspect social. J'ai été conseillère en insertion professionnelle. J'aimais bien le secteur social. J'ai cet aspect-là aussi qui fait partie de moi. Donc, je me suis occupée du suivi des bénéficiaires du RSA pour le compte du Conseil général du département de l'Hérault. Et j'ai travaillé pour le compte de Pôle emploi dans le département de l'Hérault aussi. Et en fait, je m'occupais de faire passer des bilans de compétences approfondis à des adultes uniquement. D'accord. Donc vraiment l'univers du social. Voilà, j'ai travaillé dans le social pendant 2 ans. Quel est ton lien avec l'Aveyron? Mon père est aveyronnais. Donc t'es revenu. Oui, enfin à l'époque, moi, quand j'étais petite, donc je suis née en région parisienne, j'habitais en région parisienne, donc pour moi l'Aveyron quand on allait donc chez les parents de mon père, c'était dans le cadre des vacances. Donc je voyais l'Aveyron 2 semaines par an, quoi. Et donc t'as décidé de revenir t'installer ici? En fait, à mes 15 ans, on a déménagé dans l'Hérault. Donc déjà, mon père s'est grandement rapproché de l'Aveyron, mais ça, c'était calculé. Du coup, c'est vrai qu'ensuite, assez naturellement, la brebis laitière dans l'Hérault, c'était un petit peu... alors, il y a quelques exploitations à reprendre dans les Hauts-Cantons. C'est vrai que le vivier pour s'installer en brebis laitière, c'était plutôt l'Aveyron quand même. Et je trouvais que le sud d'Aveyron, c'était pas mal parce que c'était aussi pas très loin géographiquement de ma famille. Que s'installer très loin de sa famille tout seul, ça aurait été peut-être aussi au niveau personnel un peu plus complexe. J'avais aussi envie d'un département un peu limitrophe qui puisse me permettre de prendre ma voiture et d'être en capacité de retourner chez mes parents, d'aller voir ma famille si j'avais besoin. Voilà. Tu es donc Nima. Si tu rencontrais une autre personne qui a envie de se lancer et qui hésite, tu lui dirais quoi? Alors, ça dépend. Si je la vois sur le terrain, si je me dis, OK, elle a du potentiel, je lui dirais fonce. Après, si je vois vraiment que voilà, ça risque d'être compliqué, voilà, j'en discuterai un peu plus profondément avec la personne. Pour lui voilà. dire quoi? Par exemple, voilà, il y a une différence entre ce qu'on peut imaginer vouloir faire quand on est petit, avec ses rêves, s'occuper d'animaux, c'est mignon, les petits agneaux, tout ça, et la réalité du terrain, quoi. Donc, essayer de confronter la personne entre ce qu'elle imagine, ses rêves, et la réalité du terrain pour être sûre qu'elle ne fasse pas fausse route. Marie, je te propose qu'on continue un peu notre échange sur la partie fonctionnement de l'élevage sur lequel on est. Donc ici, c'est un élevage laitier avec des brebis Lacaune. Pourquoi cette race-là? La brebis Lacaune, c'est la race obligatoire dans la charte AOP Roquefort pour faire le Roquefort. Donc forcément, le Roquefort, c'est avec des Lacaune. C'est ça. Comment ça se passe sur l'année? La race Lacaune, c'est une race qu'on peut facilement désaisonner, c'est-à-dire qu'on peut gérer en fait la date des mises bas un peu comme on veut. Donc je vais parler de mon exploitation, sachant que ça peut être très différent d'une exploitation à l'autre. On va pas du tout être sur les mêmes dates d'une exploitation à l'autre, d'une région à l'autre. Donc ici, sur le Rouget de Camarès, et donc moi-même, on est pas mal à avoir la mise bas fin d'automne. Enfin, moi, c'est vers la fin octobre, la dernière semaine d'octobre pour les brebis. 1 mois après, les agneaux sont vendus, partent de la bergerie. Eux partiront à l'engraissement et nous, on va commencer la traite pour la consommation humaine, pour faire les fromages. Et on va traire généralement jusqu'au mois de juin, juillet. Ça va dépendre en fait de si on a réussi ou pas à faire notre quota laitier, comment se passe la lactation de nos brebis, etc. Et donc ensuite, mettons début juillet à octobre, à la mise bas, en fait, il n'y a pas de traite. L'activité traite est terminée. Est terminée. Et ensuite, c'est la période des vélages. Enfin, de l'agnelage. De l'agnelage, on va dire voilà, plutôt comme ça. En gros, c'est ça. Ouais. On a octobre l'agnelage. On garde les agneaux 1 mois en bergerie. Vers le 25 novembre, on commence la traite. Sachant que, voilà, à côté de ça, on a le travail du sol, donc les semis, septembre-octobre. On va avoir les foins qui peuvent commencer de mai à juillet. Sur la partie culture, du coup, tu es sur combien en surface? 180 hectares SAU. Dont des parcours.
dont 75 hectares de parcours. Et nous, là, cette année, on a fait 23 hectares de céréales, principalement de l'orge. Comment sont les conditions d'élevage ? En fait, on suit la charte AOP Roquefort. Donc, on a une obligation de sortir nos animaux en fait, en pâture, donc à l'extérieur de la bergerie. Sur notre ferme, ça dépend de la météo bien sûr, mais entre la mi-mars et au 1er avril, voilà, dans cette quinzaine-là, elles sont sorties dehors. Généralement, si ça peut le faire jusqu'à l'agnelage, jusqu'à la mi-octobre. Normalement, elles sont dehors, sur les 75 hectares. Voilà, c'est ça. Et en termes d'alimentation ? Encore une fois, donc on est sur le respect du cahier des chartes de l'AOP Roquefort. Donc en fait, tous les aliments, au moins 80%, doivent provenir de notre propre ferme. On a le droit à certaines dérogations vraiment en cas d'incident climatique, grosse sécheresse. On n'a pas le droit de dépasser 200 kilos par animal par an. D'accord, donc il y a quand même un cahier des charges strict à respecter. Voilà, et on n'a pas le droit aux OGM aussi. Oui. Ça semble logique jusqu'à là. Voilà. Alors du coup, la partie reproduction, tu la gères comment ? Donc si je comprends, elle commence à partir du mois de juin-juillet. Voilà, en fait, donc nous, comme on est sélectionneurs, on doit inséminer 80% de notre troupeau, entre 80% minimum et 100% pour ceux qui le souhaitent. Dans notre schéma à nous, on va inséminer fin mai nos brebis. Et alors, j'ai une question. Tu précises que vous êtes sélectionneur. Pourquoi vous avez pris ce choix ? Qu'est-ce qui t'attire d'ailleurs en étant sélectionneuse de brebis ? Donc en fait, quand je suis arrivée sur cette exploitation agricole, Michel était déjà sélectionneur. J'ai trouvé que le fait que ce soit un peu plus technique, ça augmentait l'intérêt en fait pour le travail que je faisais. Le fait de sélectionner des animaux qui puissent être les meilleurs possibles pour d'autres éleveurs en fait. On est là pour essayer d'apporter à d'autres élevages les meilleurs éléments possibles pour qu'ils aient la meilleure production laitière possible ou les meilleurs reproducteurs possibles. C'était l'aspect performance qui t'attirait ? Il y avait cet aspect-là et le fait que ça rende le travail aussi intéressant intellectuellement, je trouvais que ça apportait un plus. Et donc tu disais effectivement, ici tu as une périodicité où tu as l'insémination artificielle avant l'été pour un agnelage du coup novembre. Donc là on a pu visiter la bergerie et voir les petits agneaux qui vont ensuite partir. Tu en gardes une partie pour la reproduction du cheptel ? Pour moi. Le renouvellement du cheptel ? Voilà, c'est ça, tout à fait. En fait, on va sevrer 130 agnelles que nous allons garder pour nous, pour notre propre renouvellement. Ils partent où les agneaux ? Toutes nos femelles, elles sont censées être revendues à d'autres éleveurs. Parce qu'elles ont été sélectionnées. Voilà. Pour les petits mâles, il y en a 4 ou 5 qui vont partir en tant que reproducteurs dans un centre d'insémination à la Glaine pour Ovitest. On travaille avec eux. Et il y en a 2-3 qu'on va garder pour nous dans la bergerie. Et tous les autres, par contre, vont partir dans une coopérative agricole pour la consommation humaine. Alors, comment se passe la partie traite ? Alors, ça commence avec la naissance des petits agneaux. Au départ, en fait, la traite est une fois par jour pour repasser les brebis, c'est-à-dire leur permettre de vider leur pie pour celles qui ont le pied trop tendu et favoriser un démarrage de lactation. Donc, c'est un lait qui ne va pas à la consommation humaine. Donc, quand les agneaux ont 1 mois, ils partent de la bergerie et c'est là où on commence la traite pour la consommation humaine. Alors du coup, tu disais que tu travaillais pour la filière du Roquefort. Tu viens de nous expliquer qu'il y avait ces contraintes par rapport à l'alimentation, à l'accès extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes par rapport au cahier des charges ? Il y a par exemple le fait de devoir traire 2 fois par jour. On a par exemple, si on donne des fourrages en conservation humide à nos animaux, donc de type enrubanage, ensilage, on n'a pas le droit de le jeter dans les aires de nos brebis, à leurs pieds, quoi. En fait, ça favorise les butyriques. On est prélevé avant le début de traite sur la qualité du lait, enfin tout le temps, de toute façon, avant le démarrage de la traite et pendant la traite. Ouais, tu es perpétuellement contrôlé finalement. Voilà. Ce qui est normal en lait cru. On a bien sûr l'interdiction de traire des animaux qui sont sous antibiotiques. On a plusieurs types de règles. Mais finalement, ça t'oblige à avoir un suivi très accru sur ton élevage. Oui, de toute façon, sinon c'est payé cash. Alors du coup, tu le dis, payer, très belle transition. Comment ça se passe, la fixation des prix et la négociation avec la structure société ? Chaque éleveur a un contrat avec société.
Comme il est compliqué en pratique en fait de négocier chacun de notre côté notre contrat avec société, les éleveurs sont regroupés pour la plupart dans des organismes de producteurs. Donc moi par exemple je fais partie de l'APLBR, l'association des producteurs du lait de Roquefort. En fait on a des représentants qui vont négocier pour nous et échanger, communiquer avec société, qui vont nous représenter pour négocier le prix du lait et qui nous tiennent informés via des mails, des réunions où on peut se regrouper et en discuter. Et donc du coup le prix évolue selon la saisonnalité? Oui, selon les mois et où on va traire, on va être plus ou moins payé, et aussi en fonction de la qualité du lait. Forcément, tu as des majorations ou au contraire des pénalités. C'est ça, voilà. Plus on a une qualité de lait irréprochable, plus en fait on va avoir un peu plus de gains financiers. Et si on ne respecte pas certaines grilles, à l'inverse, on a des pénalités financières. C'est peut-être aussi l'intérêt pour toi, du coup, de continuer ce type d'élevage, d'être en sélection pour avoir une bonne qualité de lait. Oui, alors la sélection, c'est vraiment sur le côté génétique. La qualité du lait, c'est encore une autre partie, parce que c'est à l'éleveur ensuite de trier ses brebis, de détecter les brebis qui peuvent, par exemple, avoir des cellules, une mamite. C'est pas forcément. En fait, génétiquement, les brebis sélectionnées sont en capacité d'avoir un litrage plus élevé qu'une brebis lambda. Mais la quantité ne veut pas forcément dire la qualité. C'est après l'œil à l'éleveur d'avoir l'œil de repérer justement un lait qui serait meilleure qualité. Voilà. Alors Marie, on va enchaîner sur un sujet d'actualité, la FCO, oui. Donc la fièvre catarrhale ovine. Oui. On entend parler de ça un peu partout dans les médias. C'est quoi concrètement en fait ? En vulgarisant. En vulgarisant, c'est une maladie qui est causée par un moustique qui va venir piquer l'animal et qui va développer chez l'animal des symptômes qui peuvent aller jusqu'à la mort. On parle de la maladie de la langue bleue, oui, je crois. C'est parce que c'est un des symptômes que provoque cette maladie. Est-ce que tu as été touchée ici ? Nous, on n'a pas été touchés parce qu'on a vacciné, c'est la souche 8, FCO8. J'ai vacciné en juillet parce que justement aussi le fait d'être en sélection et d'avoir des animaux potentiellement qui vont être vendus à l'export m'a poussé à très tôt faire ce vaccin pour ne pas être bloqué dans la vente de mes pour reproducteurs. Le mouvement des bêtes. Et là, j'ai décidé hier de vacciner contre la FCO3. Je vais vacciner au mois de février. D'accord, pourquoi ? Je le fais avant mars parce que c'est en mars que je vais sortir mes brebis dehors et où elles vont être le plus exposées. Si je les vaccine aussi à ce moment-là, on ne connaît pas trop bien encore la rémanence, mais je pense que je vais aussi protéger les agneaux qu'elles auront en gestation, enfin dans leur ventre l'été. Voilà, si D'accord. Je le fais à ce moment-là. Il y a quelle efficacité ? La FCO3, en fait, pour le moment, il n'y a pas encore assez de recul. Pour le moment, l'État nous le finance, pas la souche 8, mais la souche 3. Oui, y a pas encore beaucoup de recul, c'est compliqué. Négociations ces derniers temps, lorsqu'il y a eu les contestations agricoles, il y avait notamment la FCO qui revenait sur la table avec les éleveurs qui demandaient de l'aide pour lutter contre cette fièvre. Oui. Donc là pour la FCO 3, ok, pas pour la 8. Mais il y a encore des points d'interrogation sur la post-vaccination en FCO 3 parce que je pense que c'est un peu trop tôt pour valider exactement la rémanence en fait de ce vaccin, c'est-à-dire combien de temps ce vaccin va pouvoir protéger nos animaux. Voilà. Pour moi, c'est une première aussi là. Donc voilà. Mais a priori, il y a pour le moment aucun effet secondaire et c'est pour ça que je m'y lance aussi. En tout cas, juste avant de venir, j'ai pu voir dans l'actualité que la zone régulée pour la FCO était étendue à l'Aveyron depuis quelques jours suite à un foyer qui avait été détecté dans le Tarn-et-Garonne. Et vu qu'il y a une zone de 150 km à la ronde de protection, l'Aveyron est rentré depuis quelques jours dans la zone de régulation. Et on a vu effectivement que c'était un sujet d'actualité. Oui. Je voudrais enchaîner avec ces contestations qui probablement vont repartir dans quelques jours. Là, on est mi-novembre. Qu'est-ce qui va se passer pour toi sur cette deuxième vague ? Au départ, je pense que ça va... Alors, selon les syndicats aussi et les départements, je pense qu'on va commencer pas trop fort, c'est-à-dire juste dire hey, on est là, vous avez toujours pas bougé, attention, nous, on n'a pas oublié. Donc, c'est-à-dire des mobilisations plutôt symboliques.
Par exemple, nous, on en organise une lundi soir prochain où on va faire un feu de détresse, de SOS, avec une banderole. Donc pour le moment, c'est très mignon, c'est gentil. C'est juste un petit rappel de attention, voilà, ça va repartir. Ça n'a pas assez bougé. On est toujours là et on attend. Par contre, il est clair que s'il n'y a pas de mouvement et qu'il n'y a pas d'action après ça, puisqu'en fait, c'est pas des discours qu'on attend, hein, c'est vraiment des actions concrètes. On va plus être dans la mobilisation, mais là, dans ce que j'appelle vraiment la manifestation, où vraiment on va devoir ressortir les tracteurs, rebloquer, renégocier un peu plus fortement et fermement pour se faire malheureusement entendre. Marie, tu es aussi engagée dans différentes structures agricoles, notamment au niveau de la Fédé, donc de la FDSEA. Oui. Pourquoi tu t'engages ? Parce que tu as aussi eu d'autres engagements. Pourquoi à chaque fois tu t'engages ? Quel modèle tu défends ? Tout simplement, c'est le terrain. C'est concrètement la vie quotidienne de l'agriculteur. En fait, c'est bête, hein, mais c'est vraiment... la charge administrative, avoir un travail avec une bonne rémunération. En fait, c'est défendre la qualité de vie de l'agriculteur, quoi. C'est un peu le cœur de l'engagement, c'est ça. Quelles sont tes missions au sein de la fédération locale ? Alors moi, je suis coprésidente communale, donc dans mon village, et coprésidente donc cantonale. Donc c'est le canton de Belmont-sur-Rance. On va être appelé à faire partie des CLAF, donc des commissions locales d'acquisition du foncier, quand il y a des mouvements de terre sur nos communes ou sur nos cantons. On va être là pour encadrer les mobilisations, voire les manifestations, pour faire remonter les problèmes des agriculteurs sur le terrain, pour les représenter au sein du syndicat, parce qu'on monte une fois par mois à Rodez, pour faire remonter ce qui pourrait ne pas aller au niveau du terrain. On est une sorte de relais entre... moi, la façon dont je vois mon rôle, c'est d'être un relais entre ce qui se passe concrètement sur le terrain et un peu plus haut, voire au niveau politique, transmettre des idées pour effacer le gouffre qui peut parfois apparaître entre la réalité du terrain et les décisions prises au niveau politique. Tu parles de gouffre, là, à l'instant. Oui. Tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot ? Le gouffre, c'est-à-dire que parfois, je trouve que les décisions politiques ne sont pas adaptées au terrain. Il y a une pression économique et politique qui fait que parfois, en fait, on nous demande à nous une charge, que ce soit au niveau de la charge administrative, à faire des papiers en plus qui, pour moi, servent à rien, qui nous polluent. Les normes, toujours des normes, le bien-être animal, bientôt il va falloir 2 mètres carrés par animal, mais en fait on va nous demander de construire des cathédrales, mais combien coûte une cathédrale ? Les mecs ils savent même pas comment on fait. On veut mettre des panneaux solaires sur nos fermes pour essayer de dégager un revenu supplémentaire, par exemple pour payer les études à nos enfants, des choses comme ça. On va nous dire tu mets... en Occitanie je parle, tu mets des panneaux, du coup t'as pas les aides pour faire une bergerie. Ok, je suis bloquée. Je peux pas aller plus loin pendant 4-5 ans. Il y a beaucoup, en fait, d'incohérences pour moi et comme si on nous menottait pour avancer plus vite en tant que chef d'entreprise et au niveau liberté d'entreprendre. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux à faire au niveau politique. Voilà, je me sens un peu en dissonance avec la région où je me suis installée, notamment quand je compare avec d'autres régions de France. C'est intéressant ce que tu soulèves parce que finalement, ça veut dire qu'il y a aussi, en fonction de la région dans laquelle tu es, il y a une discontinuité des aides ou de la gouvernance finalement de l'agriculture locale. Oui, puisque en fait c'est une question d'élus, donc de personnes et de partis politiques. C'est politique, c'est économique et donc bien sûr en fonction des régions, on n'a pas les mêmes personnes et. Qu'est-ce qu'il faudrait ? En fait, moi c'est même pas en fait que j'ai un parti politique. Pour moi, il faut du concret. En fait, c'est être juste lucide, concret. Il faudrait une personne, c'est de la communication et essayer d'avoir les bonnes personnes au bon poste pour comprendre juste en fait une vision très, même pas politisée en fait, très neutre, mais très concrète sur le métier d'agriculteur, d'entrepreneur, de chef d'entreprise, sur ce qui pourrait favoriser en fait notre évolution, sans vouloir la corseter justement dans des normes économiques.
administratives qui en fait n'ont pas forcément lieu d'être et qui en fait sont contre-productives, et même pour le territoire. Parce que du coup, une exploitation peut employer des salariés, faire vivre tellement de monde, que ce soit au côté semences, sol, vétos, engins agricoles. Tu veux dire qu'il n'y a pas que des éléments négatifs, au contraire, il y a du positif également dans le domaine agricole. Complètement, en fait, c'est ce qui fait vivre nos campagnes, c'est ce qui peut faire rester des familles, donc des enfants, et donc des commerces, et donc l'école. En fait, vouloir ralentir ou corseter une profession qui fait vivre la campagne est, pour moi, contre-productive. Donc en fait, c'est même pas un message. Je veux même pas forcément politiser. C'est juste que concrètement, c'est une façon. C'est juste en fait un calcul juste froid et lucide sur comment faire pour améliorer les choses, quoi. Tu me sembles désabusé quand tu en parles. Parce que j'ai du mal à comprendre ce genre de prise de décision qui me semble, pour moi, ça me semble tellement logique. Quand je vois certaines prises de position politiques, ça me semble tellement logique quand on est sur le terrain, que ce n'est pas adapté, que j'ai du mal à comprendre comment ils ne le voient pas, en fait. Et du coup, je les invite à venir à la ferme et en discuter. Moi, il n'y a pas de problème, quoi. Mais par contre, je pense qu'on n'est plus prêt à attendre très longtemps, là. On commence à en avoir marre. Mais ça se voit. Oui. Et tu disais aussi, quand on discutait lors de la visite de ta ferme, tu m'expliquais aussi qu'il y avait des incohérences par rapport à la gestion de l'attractivité du métier pour une femme. Oui, alors ça c'est pareil. En fait, donc il y a par région, il y a des politiques d'attribution d'aide à l'installation. Ça s'appelle une dotation jeune agriculteur. Quand on décide de reprendre une ferme, on est un peu aidé par sa région financièrement. Donc c'est très bien. En région Occitanie, là, depuis l'année dernière, ils ont attribué un budget au fait d'être une femme quand on s'installe. C'est-à-dire que, pour rigoler, les JA appellent ça la promotion utérus. Parce qu'en fait, le fait d'être une femme permet de toucher 2 000 € en plus qu'un homme en 2024 pour, si elle décide de s'installer, de reprendre une ferme en région Occitanie. Et alors, qu'est-ce qui te pose problème sur ça ? Alors moi, ce qui me pose problème, c'est en fait la gestion du budget. Principalement, je pense qu'au niveau financier, on pourrait vraiment allouer ces sommes de façon beaucoup plus optimale que de donner 2 000 € juste parce que tu es une femme. Donc déjà, au niveau de la gestion des budgets publics, déjà en tant que chef d'entreprise, ça me pose un problème. Je trouve que notre argent est mal utilisé. 2, ça me pose un problème au niveau éthique. Bon, je suis une femme, mais je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'être compensé. Moi, je n'ai pas eu le droit à cette aide-là quand je me suis installée et je ne m'en porte pas plus mal. Il n'y a pas de problème, justement, on est égaux. Donc, je ne vois pas en quoi 2000 balles va changer ma vie de femme si je décide de faire ce métier. En plus, en tant que femme, je le prends un peu mal, quoi. J'ai pas besoin d'être compensée par 2 000 €. Voilà. Je ne suis pas en accord avec cette décision. D'accord. Marie, j'ai toujours une dernière question dans chacun de mes épisodes. Si tu avais un seul message à transmettre aux personnes qui t'écoutent, ce serait quoi ? Quel écho leur laisses-tu ? Si vous avez une idée en tête de faire quelque chose ou d'une orientation à prendre ou d'un projet et que vous avez vraiment envie de faire ça, faites-le. Et le petit conseil, c'est n'écoutez pas les autres. Même les gens les plus proches, les amis, la famille, ça, c'est pas toujours évident à faire. Mais restez concentré sur votre ligne de conduite et en fait, vous y arriverez. Voilà. Tu dis ça par rapport à ce que tu as vécu, oui, c'est ça ? Oui. Quand tu t'es installée ? Voilà, c'est pas toujours le plus facile de dire si je le fais. Si on a plein de gens qui... En fait, les gens vont me projeter leur propre peur sur ce que toi, tu as décidé de faire. J'ai décidé de faire un 5e gamin, mais t'es folle. J'ai décidé de devenir agricultrice, mais t'es folle. J'ai décidé de tout plaquer, de faire le Paris-Dakar, t'es folle. Enfin, non, en fait, non, faites-le. Faites-le, écoutez pas, fermez les oreilles et foncez. Voilà. Croire en soi. Voilà, c'est ça. Marie, je te remercie pour cet accueil sur les terres aveyronaises et pour nos échanges. Avec plaisir. Et je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute.
N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.